Donc bonjour à tous, à ceux qui n'étaient pas là ce matin, et sinon rebonjour aux autres. Donc comme Jason l'a précisé, je ne vais pas revenir sur moi, donc j'ai fait un bachelor au Pays de Galles, je suis arrivé à Bordeaux pour mon master, et via mon parcours à Bordeaux, j'ai pu faire 2-3 trucs à droite à gauche, dont un mémoire sur les motivations à la consommation dans l'e-sport. Vu qu'on est là pour un petit peu parler de jeux vidéo quand même, j'ai précisé mes jeux de prédilection qui sont Rocket League et Trackmania, 2 jeux de voiture alors que je déteste les voitures. Et concernant ma présentation aujourd'hui, je vais vous parler d'un peu d'une définition du sport. Donc c'est une présentation qui va être très très conceptuelle. Je suis en première année de thèse et je suis beaucoup dans la lecture d'articles, donc ça va être très très conceptuel. Pas d'études, quanti, pas encore malheureusement, elles vont arriver après. Donc ça va être très très conceptuel et basé sur beaucoup de sociologie. Donc on va parler tout départ de sport, donc une définition du sport classique. Ensuite on va parler du sport dit moderne, je vais vous expliquer la nuance plus tard. Ensuite je vais parler du processus de sportification, on l'a déjà un petit peu abordé ce matin avec la sportification et la sportivisation, je vais revenir dessus. Ensuite on va repartir sur une définition du sport, même si c'est pas moi qui le définis, c'est des définitions qui ont été proposées. Et ensuite je vais faire le lien entre e-sport et sportification pour proposer une définition de l'e-sport comme sportification du jeu vidéo. Ce qui permettrait d'étudier l'e-sport comme un sport en passant outre les critères de physicalité et sans avoir à le définir comme étant un sport directement. Donc tout d'abord pour les définitions du sport, je ne vais pas vous les relire, mais vu que déjà en sociologie, il n'existe pas de définition définie du sport, le sport n'est pas un concept totalement fini, il y a beaucoup de discussions et de débats autour de la chose. J'ai préféré me baser sur des définitions qui sont dans les dictionnaires pour au final en sortir une autre. Et le sport est généralement présenté comme étant une activité ayant un caractère physique, nécessitant des compétences particulières, donc de l'entraînement, et mettant en compétition des individus ou groupes d'individus entraînés et préparés dans un objectif de victoire. Ensuite, concernant ce que j'appelle, c'est pas moi qui le dis, le sport moderne, je me suis basé sur les œuvres d'un historien, au départ un historien du sport et sociologue du sport qui s'appelle Alan Gutman, qui a sorti un livre en 1978 qui s'appelle From Ritual to Records, où il met en avant 7 critères qui permettent de définir ce que c'est qu'un sport moderne. Donc selon lui, un sport moderne, c'est un sport qui a mis en place une espèce de laïcisation de la pratique. Donc attention, quand je dis laïcisation, c'est pas aucun signe religieux, c'est juste que le sport en lui-même n'est pas connecté à une quelconque signification religieuse. Donc par exemple, si on prend les Mayas qui avaient un sport ancêtre du basket, où l'équipe perdante était sacrifiée, c'est pas considéré comme un sport, c'est plus considéré comme un rituel pour le coup. Ensuite, dans la définition du sport moderne, il est censé avoir une égalité. Alors attention, c'est pas égalité pour tous, c'est égalité pour toutes les personnes qui sont en train de pratiquer le sport. Ça ne veut pas dire que tout le monde peut le pratiquer, ça veut dire que tous ceux qui sont dans le sport ont les mêmes chances de gagner et les mêmes possibilités. Ensuite, il y a une spécialisation, c'est-à-dire la mise en place d'entraînement, de techniques d'amélioration. Ensuite, il y a une rationalisation, c'est-à-dire une uniformisation des règlements. Donc, par exemple, si on compare avec les sports de la Grèce antique, si on faisait de l'athlétisme à Athènes ou à Thèbes, la piste ne faisait pas la même distance, c'était pas uniformisé. C'est donc sur ce critère-là que Gutman permet de ne pas définir les sports antiques et l'olympisme antique comme un sport moderne, à son sens. Ensuite, il y a une étape de bureaucratisation et d'institutionnalisation, avec vraiment la mise en place d'institutions de tutelle. Donc si on prend l'un des premiers sports, enfin les 2 premiers qui ont été inventés au Royaume-Uni, c'est foot et rugby, donc c'est la mise en place des fédérations internationales. Ensuite, c'est une quantification des résultats. Et enfin, selon Gutman, l'objectif du sport au sens moderne, c'est la quête du record, c'est le dépassement des limites humaines. Donc s'il y en a parmi vous qui sont familiers avec tout ce qui est sociologie de Max Weber, on peut retrouver beaucoup de parallèles avec ces critères-là. Max Weber a beaucoup travaillé dessus, et avant Norbert Elias aussi, avec Norbert Elias dont Philippe a parlé très brièvement ce matin, avec le phénomène d'adoucissement de la violence au profit du sport. Après, il y a une autre étape qui semble apparaître aujourd'hui,
quand on définit le sport moderne, c'est la médiatisation. Aujourd'hui, un sport ne survit pas sans médias, de base. Donc, si on prend par exemple l'exemple des Jeux Olympiques, dès les années 1930, dès les JO de Berlin, qui sont fameux pour tout ce qu'il y a eu derrière, dès les JO de Berlin, la radio était utilisée comme un moyen même de propagande et de diffusion des résultats. C'est ce qui a permis aux Jeux Olympiques de plus ou moins se développer. Ensuite, même à partir des années 70, quand les Jeux Olympiques ont eu un peu plus de mal, les JO de Los Angeles ont permis l'émergence du sponsoring et ainsi une renaissance des JO via les médias et via les institutions non sportives qui ont financé dans un but publicitaire. Et aujourd'hui, nombreux sont les spécialistes du sport qui considèrent le sport presque comme un média à part entière et comme un moyen de diffusion de nombreuses valeurs. Il y a aussi cette notion de spectacle, du coup, qui rentre en jeu avec la médiatisation, avec un sport qui est de plus en plus dramatisé et théâtralisé. Donc ici, je propose une définition du sport moderne, juste réutilisant tout ce qui a pu être utilisé avant. Donc c'est ayant suivi tout le processus tel qu'il est décrit comme Gutmann, auquel j'ajoute une dimension médiatique, qui me paraît très important, et même quand on parle d'e-sport, la dimension médiatique est très importante, surtout sur les 10 dernières années avec l'émergence des nouveaux réseaux. Ensuite, pour le concept de sportification, dont Philippe et Samuel ont parlé un tout petit peu ce matin, donc sportification et sportivisation, la sportification, c'est le concept qui est vraiment basé sur les travaux de Gutmann. Donc, c'est-à-dire qu'au départ, la sportification, c'est on prend une activité physique au départ, on lui applique les 7 étapes que j'ai mentionnées précédemment, et on en a un sport moderne aujourd'hui. On prend une activité physique, peu importe laquelle, on y ajoute les 16 étapes et ça devient un sport. Ensuite, la sportivisation, comme elle a été mentionnée ce matin, c'est un néologisme qui n'est apparu qu'en France pour décrire quelque chose à peu près similaire, sauf qu'au départ, c'était lié à l'éducation physique et sportive en collège. En gros, la sportivisation décrivait ce que certains appelaient l'assujettissement idéologique des valeurs sportives à l'EPS. En gros, on transformait l'EPS en un sport classique. Ensuite, avec le temps, là vous voyez en fonction des définitions, les choses ont évolué. Et aujourd'hui, quand on parle de sportification ou de sportivisation en France, on parle essentiellement d'un processus expliquant la transmission d'éléments sportifs à d'autres éléments de la société. Donc, c'est-à-dire que si on prend par exemple les journaux universitaires, les impacts de facteurs, les classements, tout ça, c'est une illustration de sportification, où vraiment, même les performances des journaux sont quantifiées et classées. Donc, aujourd'hui, pour parler de sportification, on peut vraiment parler du processus de transformation des jeux en sport moderne, donc c'est-à-dire standardisé, quantifié, régulé, ainsi que la transmission d'éléments caractéristiques de ces sports à d'autres sphères de la société. Et encore une fois, je reviens sur la nuance en France, même si dans la littérature internationale, le mot sportivisation, vous ne le retrouverez pas, vous ne le retrouverez que la sportification, et que la sportivisation, c'est vraiment propre à la France. Ensuite, pour une définition de l'e-sport, juste quelques définitions qui sont sorties sur des textes qui proposent de voir l'e-sport, vraiment on voit plusieurs fois le terme de sport ressortir, où vraiment il y a déjà, un lien qui se met entre sport et e-sport, où on parle de sport, on parle d'entraînement, on parle de capacité physique, on parle de mental, on parle de médiatisation, on parle de tout ça et on se rapproche d'une manière assez flagrante de certaines définitions du sport qui ont été mises en avant précédemment. Ainsi, plutôt que moi proposer ma définition, j'ai été gentiment voir sur l'association France e-Sport qui existe depuis 2016 pour ressortir leur définition. Et en gros, aujourd'hui, l'e-sport, il y a 3 caractéristiques qui se démarquent, essentielles à la pratique: la notion d'affrontement, les joueurs, et la notion de support électronique. Après, je ne vais pas revenir dessus, mais si vous allez sur le site, de toute façon, vous avez la définition. Il y a
aux autres critères qui sont secondaires et soulignent pas la spécificité même de l'e-sport. Et l'ensemble des pratiques permettent à des joueurs de confronter leur niveau par l'intermédiaire d'un support électronique, essentiellement le jeu vidéo. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc, maintenant, le sujet intéressant, c'est de voir, dans le cadre de la journée d'aujourd'hui, comment ce concept de sportification peut permettre d'étudier l'e-sport comme étant plus ou moins un sport, sans avoir encore une fois à se battre avec tous les débats autour de la physicalité et la spécificité de la discipline. Donc, je vais revenir sur l'historique, ça a été fait et très bien fait ce matin. Donc, l'e-sport, en fonction des nuances, on peut considérer que ça existe depuis les années 70 avec ce tournoi universitaire dont on a parlé ce matin avec les Intergalactic Space War Olympiques de 72. Si on considère que l'e-sport est arrivé avec le jeu en réseau, on peut dire c'est 97 avec Quake. Il y a, en se basant encore sur l'article de Borowi et Jin, il y a eu une première démocratisation, même avant l'arrivée d'Internet, avec les jeux d'arcade. Ensuite, l'arrivée d'Internet a permis une première démocratisation et l'arrivée des compétitions en ligne. Et depuis quelques années, on assiste aussi à une réelle explosion en termes de visionnage et de visionnage tout simplement avec Twitch et le streaming et la diffusion des matchs en ligne qui vraiment aujourd'hui explosent. Donc là par exemple, ça c'est pas un truc sur lequel je vais insister, mais quand on prend le World League of Legends de 2018, c'est presque 100 millions de téléspectateurs uniques. Ensuite aujourd'hui, même si, comme on en a parlé ce matin, les éditeurs semblent avoir repris la main sur le fonctionnement des compétitions et sur l'organisation de ces compétitions, elles font office d'institutions de tutelle, c'est-à-dire qu'elles régulent toutes les compétitions ou encore les organisateurs tierces en se basant sur un système relativement similaire au sport. Aujourd'hui, les joueurs d'e-sport sont aussi spécialisés, ils s'entraînent, ils sont encadrés par des pros, ils ont des coachs mentaux, physiques, des préparateurs, ils ont tout un écosystème autour d'eux basé sur la culture de la performance, qui est extrêmement basé sur le modèle du sport. Ensuite, les équipes e-sport, même en elles-mêmes, aujourd'hui, s'institutionnalisent et s'organisent soit sur deux modèles. Le plus répandu, c'est le modèle associatif, parce que plus facile à créer, mais comme on peut le voir avec beaucoup d'équipes qui apparaissent, qui disparaissent, le maintenir, c'est assez compliqué. Et sinon, pour les grosses équipes qu'on connaît, telles que Vitality, Gamers Origin ou autres, je crois que non, il n'y a que Vitality, Gamers Origin et peut-être Solari, qui fonctionnent sous un système de société, d'entreprise. Donc, du coup, la question, c'est est-ce que l'e-sport est une sportification du jeu vidéo? Quand on parle d'e-sport, on parle effectivement de pratiques compétitives de jeux vidéo. C'est vraiment l'affrontement sur un support électronique de deux équipes, de deux antagonistes. Il n'y a pas de restriction religieuse de base dans l'e-sport. L'e-sport, si on prend les critères de Huitman, se veut aussi laïque. C'est-à-dire qu'il n'accepte pas, c'est juste que peu importe la religion, peu importe le rituel, tout ce que tu veux, tu peux participer. Dans l'idée, la participation, à partir du moment où on fait une compétition d'e-sport, on a autant de chances de gagner que son adversaire. Il n'y a pas d'avantage, il n'y a pas de triche. Il y a la mise en place de rationalisation, d'entraînement, de coach, de préparateur. Les règlements sont uniformisés sur les compétitions, régulés pour la plupart par les éditeurs, mais régulés d'une façon commune. Et les éditeurs font aussi office d'institution de tutelle, avec la mise en place des compétitions, des règlements, et ils gèrent tout de A à Z. Et comme pour beaucoup, les résultats sont très souvent quantifiés. Quand on parle de victoire, on parlera de score pour gagner, comme sur tous les sports aujourd'hui. Et l'existence des records existe aussi, même si c'est sous une forme différente. L'existence du record en jeu vidéo a toujours été, avec notamment avant, même si un peu moins présent maintenant, c'est sous une autre forme, les high scores, les records. Et aujourd'hui, c'est les séries de victoires, les séries de défaites et tout ce qui tourne autour de ça.
Après, la question c'est, une fois qu'on considère le sport comme, enfin l'e-sport comme une sportification du jeu vidéo, il y a des problèmes qui peuvent toujours se poser. Et c'est là aujourd'hui où j'en suis dans ma thèse, c'est que même si on considère l'e-sport comme de la sportification, il y a toujours ce bémol sur le caractère physique de la discipline. Et ça, moi, je pense que personnellement, c'est un caractère qui existera toujours. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, est-ce que se battre pour définir l'e-sport comme un sport est vraiment utile à l'évolution de la discipline, à part d'un point de vue légal pour bénéficier de tout un historique qui existe sur le sport qui permettrait forcément de mettre en place des statuts librement, je suis pas sûr. Cependant, si on suit mon raisonnement et qu'on regarde les critères de Gutmann, la dimension médiatique de l'e-sport, l'étude de la discipline comme une sportification est possible. Après, elle n'enlèvera pas tous les défauts qu'il y a à gommer et toutes les choses qui sont à modifier. Et le problème, c'est que si on met en place l'e-sport comme sportification du jeu vidéo, c'est aussi qu'on applique les limites du sport à l'e-sport. Et aujourd'hui, comme on l'a vu ce matin, ces limites, elles existent, et elles existent réellement, avec l'exacerbération de la performance, l'exclusion, tout le monde, même si dans les faits, l'égalité de participation, comme dans le sport, au départ, tout le monde peut participer au sport, dans les faits, on sait tous que pendant très longtemps, ce n'était absolument pas le cas. Alors, au départ, le sport a été inventé par des hommes aisés et blancs pour des hommes aisés et blancs. Et au départ, le Situs Altus Fortus de Coubertin, il a beau être plein d'espoir et plein d'envie, dans les faits, ça s'est pas passé comme ça pendant très longtemps. L'exclusion a toujours fait partie du sport, et aujourd'hui, elle semble aussi faire partie de l'e-sport. On a pu en discuter ce matin un petit peu avec notamment la place des femmes. Et aujourd'hui, ces comportements semblent exister aussi dans l'e-sport. L'exclusion est réelle. On voit surtout avec l'émergence d'Internet des personnes sous couvert d'un pseudo-anonymat se déchaîner sur des joueurs. Et ça paraît même encore plus facile aujourd'hui de discriminer. Il y a aussi la mise en place d'un système de dopage qui existe, qui est réel, qui est avéré, et qui ça aussi peut être, dérivé du système du sport classique. Donc il y a plein de choses qui font que étudier le sport comme étudier l'e-sport comme la sportification du jeu vidéo, ça a énormément d'avantages, notamment d'un point de vue institutionnel et de légitimité, parce qu'à partir du moment où on considère que c'est une sportification, la discipline est légitime, même si avec aujourd'hui le public que l'e-sport possède, la pratique est légitime quoi qu'il arrive. La pratique, à partir du moment où il y a des pratiquants, la pratique est légitimisée. Mais cette notion de sportification apporte encore quelque chose de plus et peut permettre d'illustrer des comportements qu'on trouve dans le sport à l'e-sport, parce que le fonctionnement restera similaire. Après, le problème majeur, c'est qu'à partir du moment où vraiment on accepte ça comme de la sportification, c'est-à-dire que toutes les limites du sport telles qu'on les connaît et toutes les dérives qu'on a pu connaître, elles sont aussi applicables au monde de l'e-sport. J'ai été un peu rapide. Mais voilà, après si vous avez des questions, si vous voulez des livres à lire sur la sociologie du sport, j'en ai mis 3. Ils sont tous très intéressants, même si le dernier je l'ai vraiment juste survolé. Et ce sont les livres qui sont considérés comme un peu les précurseurs de la sociologie du sport moderne. Étant donné qu'on est tous là pour parler d'e-sport et que moi je suis un peu plus large, je me suis permis de rajouter 2-3 trucs.